Émeute de Passy avec en featuring les Chœurs de l'Armée Rouge et un sample de Charles Aznavour désormais. Vous êtes vachement branché Armée Rouge, Allemagne de l'Est, vous, hein. Juste une question. C'est tout à fait thématique. La question que je voulais vous poser effectivement par rapport à, à ce but que vous avez dit, finalement peut-être qu'on l'a perdu, peut-être qu'on ne sait pas finalement. Quelle est la différence entre la gauche et la droite dans ces cas-là? Parce que j'ai l'impression que vous poursuivez tous, nous poursuivons tous, quelle que soit notre aspiration et notre idéologie, le même but. C'est les moyens qui diffèrent en réalité? Je sais pas si on poursuit le même but, hein. Je suis pas sûr, oui, alors dans les mots, oui, là, vous verrez jamais quelqu'un de droite qui vous dira « Votez pour moi car je suis partisan de l'inégalité sociale ». Oui, mais un électeur aussi de droite va dire la même chose. Oui, mais attendez, moi je mets pas... En toute sincérité, je veux dire. Mais moi je dis pas que les électeurs de droite sont insincères. Marketing. Là, on parle de ce qui doit être la réflexion idéologique qui doit déboucher sur une réflexion, le projet et puis programmatique d'un camp politique qui est celui de la gauche. Bon. D'ailleurs, il y a des gens qui votent à droite qui peuvent être amenés un jour à voter à gauche. Hein. Dire, les dynamiques politiques, ça existe. Bon, donc moi, je ne suis pas en train de me dire est-ce que l'électeur de droite est insincère ou autre. C'est pas ça, ma préoccupation. C'est quelle doit être l'orientation politique de la gauche. Voilà. Tant mieux s'il y a des gens de droite qui se retrouvent là-dedans. Mais s'ils se retrouvent avec ce que moi je raconte, tant mieux. Mais je ne vais pas, moi, aller sur leurs valeurs ou leur terrain pour essayer de leur faire plaisir. Ça s'appelle la triangulation. Mais du coup, ça ne marche pas. Ça demande d'assumer finalement les buts que vous poursuivez. Bien sûr. Et donc d'assumer le fait que si vous poursuivez ces buts en tant qu'homme de gauche, lorsqu'on vote à droite, on ne poursuit pas ce but. Donc c'est pour ça que je cherche à mettre les mots dessus, cherche à définir exactement moi, je pense, l'objectif. Je vais vous répondre autrement. Voilà, moi je suis par exemple, j'ai beaucoup lu Chantal Mouffe, qui est une auteure avec auquel, avec Slavoj Žižek et Ernest Laclau, se réfère toute la gauche dite radicale émergente, Podemos, les Insoumis, le Bloco, etc. Et qui, à mon avis, parfois font une lecture erronée de Chantal Mouffe. En tout cas, moi, c'est pas la même lecture que j'en fais. Qu'est-ce qu'elle dit, Chantal Mouffe? Elle a raison. Elle dit, voilà, dans la bataille politique, il faut sortir du champ de la bataille entre le bien et le mal. C'est-à-dire, vous êtes mauvais, vous êtes bon, vous incarnez le bien, et en face, ils incarnent le camp du mal. Parce que ça, c'est une bataille qui n'a pas de dimension politique. Elle dit, c'est quoi l'essence du combat politique? L'essence du combat politique, c'est il faut qu'il y ait une sphère de consensus, minimum, entre tout le monde, y compris les gens de droite, sur la forme républicaine de gouvernement, c'est ce que je pense, sur la liberté du suffrage, sur le pluralisme politique, tout ça. Voilà. Et après, le reste, c'est des projets alternatifs. Et donc, on n'emploie pas à l'égard de l'adversaire des arguments de disqualification, sauf ceux qui se mettent hors de cette sphère démocratique. Un facho, voilà. Il y a quelqu'un qui arrivera et qui dira, je pense qu'aujourd'hui, il y a des races inférieures. Garçon, non. Je expliquerai rationnellement pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui, mais voilà, pour moi, c'est un ennemi. Voilà. Alors qu'il y en a d'autres, ce sont des adversaires. Et donc, à ce moment-là, réaccepter de voir la société avec des clivages. Ce dont crève cette société, c'est qu'il n'y a pas des clivages préhensibles. Voilà. Il y a des camps. Il faut accepter. Parce qu'il faut partir d'un point. Et donc, en leur donnant un contenu. Le drame de la gauche aujourd'hui, c'est pas qu'elle ait disparu. Je pense que beaucoup de gens se réfèrent au clivage gauche-droite. Ils ont été éduqués à ça. Moi. Mais c'est que les mots ne veulent plus rien dire. Ça devient de plus en plus des signifiants vides, pour reprendre un terme cher à Ernest Laclau. C'est-à-dire, vous prononcez des mots, mais qui pour les gens n'ont plus de résonance. Donc il faut redonner un contenu à ces mots. Et là, par exemple, moi j'ai une divergence avec Jean-Luc Mélenchon. C'est partant du même constat que ces mots sont des signifiants de plus en plus vides. Lui, il dit, on les fout de côté et on passe à autre chose. Le peuple contre les élites, machin, etc. Non. Moi, je suis pour le maintien du clivage gauche-droite. Mais je dis, la gauche doit se redéfinir. Et elle doit se redéfinir de deux manières. La première manière qui est celle de dire le capitalisme a muté, donc si on ne voit pas ces mutations du capitalisme, on n'aura pas un programme économique et social anticapitaliste adapté. Voilà, on sera comme les canuts, qui au moment de l'apparition du métier, vous se battaient, mais ils ont perdu la bataille, les canuts. Et deuxièmement, la question de l'impératif écologique. La crise climatique. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas une alliance objective finalement entre la lutte sociale de gauche, historiquement de gauche, et l'écologie, qui ont un ennemi commun, mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment en commun, à part cet ennemi, en fait? Il y a deux problèmes. Les deux doivent faire cette révolution copernicienne dans leur propre pensée. La gauche traditionnelle, dont moi je viens, doit faire sa mue écolo. Moi, c'est une des deuxièmes
mutation qu'a fait Hamon quand il a dit « je ne serai plus jamais socialiste sans être écologiste », il l'a résumé d'une formule, mais son programme en découlait. Bon, donc on doit assumer le fait que si on pense que le changement climatique est une question très importante et qu'il faut se battre contre ça parce que c'est une menace très forte sur l'ensemble de l'humanité, et à commencer par les plus pauvres ou les plus fragiles, bon, et ben à ce moment-là, notre programme, on doit l'assumer comme un de nos nouveaux paradigmes. Bon, et donc avec tout ce qui en découle, le rapport à l'économie fossile, la politique énergétique, etc. etc. Bon. Et ce qui n'invalide pas un certain nombre de combats qu'on a menés. Je veux dire, la critique du libre-échange a aussi une dimension écolo. Lisez le livre de Naomi Klein, Tout peut changer. Bon, alors que c'est une penseur de l'écologie politique moderne, Naomi Klein. Bon, elle a une pensée très structurée sur la question du libre-échange et sur la question du carbone, de l'énergie, de l'économie fossile. Bon. Et puis les écolos, eux, doivent faire leur mue, qui est de dire quoi ? De dire on sort de l'indifférenciation. Voilà. Ça veut dire quoi l'indifférenciation ? C'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez les partis verts en Europe ou ailleurs, surtout en Europe, il y a tout dedans. Comment ça ? Vous avez des libéraux. Regardez le parti vert en Allemagne. Vous avez des gens qui sont ordo-libéraux. Vous avez des écologistes, même qui sont députés européens, chez les Verts allemands, qui vous disent concrètement « Ouais, mais on est d'accord avec Merkel, on ne va pas faire une union de transfert, on ne va pas redistribuer de l'argent, c'est le sacrifice des Allemands, et blablabla, et blablabla, et blablabla. » Donc, qui reprennent toute la pensée de l'orthodoxie néolibérale, économique. Et c'est incompatible pour vous ? Mais c'est incompatible, parce que ça, c'est une pensée qui est aujourd'hui une des pensées du capitalisme, du néolibéralisme. Bon, vous ne pouvez pas être écolo et considérer que votre pensée politique peut être compatible avec l'économie libérale et la pensée libérale au sens économique et social. Bon, et ça, c'est une... Il y a de la confusion chez eux. Bon, et donc, parce qu'il y a cette confusion, ils ont tendance à se dire « Ah ouais, mais nous, le clivage gauche-droite, ça ne nous intéresse pas. On est au-dessus de ça. On est en surplomb. » Mais non ! Parce que ils seront rattrapés par les contradictions sociales que génère le combat de classe dans l'économie capitaliste. Mais ça me rappelle énormément, finalement, sans aller jusqu'en Allemagne, ce qui s'est passé avec François Hollande. On a un président socialiste, pour ne pas parler d'écologie, qui a donc à l'exercice du pouvoir, dans son exercice du pouvoir, pas vraiment eu une politique, en tout cas pour beaucoup de gens, qualifiée de gauche, qui n'a pas eu une vraie autre chose. Oui. politique sociale. Mais c'est exactement le même processus, finalement, qui fait que lorsqu'on se retrouve face au capitalisme, et lorsqu'on se retrouve en responsabilité, on n'est plus en capacité d'être de gauche, en fait. C'est d'ailleurs... mais moi, je pense... Oui, je vois ce que vous voulez dire, M. Malta. Oui, est-ce que... Je pense, moi, que ça, c'est... Est-ce qu'on peut être de gauche et au pouvoir, en fait ? Oui, bien sûr. Ça dépend de la politique que vous menez. Attendez, moi, la gauche que je défends, c'est pas une gauche... de la discussion verbeuse. Moi, je ne suis pas une butte témoin. Oui, mais on entendait tout à l'heure... J'ai pas vocation à dire, monsieur Malter, et j'ai exercé des responsabilités, j'ai été maire d'arrondissement, j'ai été maire adjoint à la ville de Paris, j'ai été parlementaire. Donc moi, je considère que la gauche ne doit pas être dans une pensée de spéculation. C'est pas en intellectuel que je viens vous parler aujourd'hui, produisant des concepts. Là, je parle là, on a une discussion d'un niveau idéologique, mais derrière, ça entraîne des conséquences sur la stratégie politique pour la conquête du pouvoir, mais la conquête du pouvoir pour la mise en œuvre d'une politique. Mais est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité idéologique, finalement ? On entendait tout à l'heure la chanson de Passy sur les émeutes, donc là on est vraiment sur la révolte, c'est vraiment quelque chose qui appartient finalement, l'imagerie de la révolte et de la rébellion, de l'insoumission, finalement c'est quelque chose qui appartient à la gauche, et lorsqu'on arrive au pouvoir, on se retrouve le pouvoir répresseur, c'est nous, pouvoir répresseur. Non, mais on arrive au pouvoir, mais parce qu'on tourne le dos à ce pourquoi on a pensé qu'on allait être élu. C'est ça le problème qu'on a fondamental. Oui, mais il y a des impératifs de sécurité qui fait qu'on est obligé d'être un pouvoir répresseur. Non, mais là, de quoi on parle ? Attendez, moi je vous parle de la mise en œuvre d'une politique économique et sociale. Quel est le rapport avec la répression ? Ça marche aussi avec l'économie. On se retrouve dans une économie mondialisée. Il faut faire des choix qui ne sont pas forcément... Mais que vous puissiez pas tout faire tout de suite, c'est une chose, monsieur Malter, bien évidemment. Je veux dire, si nous, demain, une gauche régénérée, réécologisée, arrivait au pouvoir, elle ne piquerait pas son programme en 100 jours. Bon, c'est pour ça que j'ai commencé à vous parler de Germinal. Vous ne m'écoutez pas, monsieur Malter. Je vous ai parlé de la dimension un peu eschatologique, et je vous ai parlé à un moment donné des conquêtes immédiates. Bon, alors même si là, la dimension eschatologique se rapproche un peu, parce que sur le réchauffement climatique, si on n'agit pas très rapidement, on va se retrouver dans des situations qui vont être encore plus dures à vivre pour une majorité de la population. Donc vous voyez, ça se rapproche un peu plus de nous. Mais personne ne dit qu'on va régler les problèmes en 24 heures ou en 48 heures. La question, c'est le cap. Ce que vous faites, le drame de la gauche, c'est qu'elle dit, voilà... On va gagner, on va faire ça. Les gens disent formidable. Ouais, et puis quand ils arrivent au pouvoir, soit ils se font tomber dessus, soit ils disent on a des contraintes, on n'y arrive pas, on n'a pas de marge de manœuvre. Et donc, ils commencent par faire moins. Bon, ça peut se comprendre. Et après, faire le contraire. Ça se comprend pas. Et comment vous l'expliquez ? Mais il y a eu 2 cas de figure. Mitterrand, bon, en 81,
83, il est confronté à quoi ? Il mène une politique économique, il met en œuvre son programme. Bon, avec d'ailleurs des résultats fondamentaux qui ne sont pas mauvais. Je veux dire, nos fondamentaux par rapport aux Allemands ne sont pas mauvais. On a un déficit simplement commercial à très court terme, très fort. Bon, mais le reste, on a une croissance qui est meilleure que l'Allemagne. Bon. Mais, comme on est dans le SME à l'époque, bon, au bout de 2 dévaluations, le serpent monétaire européen, le système monétaire européen, avec des parités fluctuantes entre les monnaies, les Allemands ils viennent nous voir, ils sont gouvernants de droite, de M. Kohl, ils disent, bon, écoutez, ok, vous avez fait 2 dévaluations, mais enfin la 3e, on ne vous soutient pas si vous ne faites pas une politique de rigueur. Donc si on ne vous soutient pas, vous ne pouvez pas tenir les parités, donc il faut sortir du SME. Et là, se pose un débat. Est-ce qu'on sort du SME pour continuer notre politique, temporairement, ce qui était le choix plaidé par beaucoup, par un certain nombre, ou est-ce qu'on reste dans le SME, on privilégie le symbole, mais ça a un coût. On change de politique. Et Mitterrand a choisi le symbole. Le symbole d'être dans le SME, c'est pas pour moi un symbole de gauche. C'est un choix. Il aurait pu faire un autre choix. Il a fait ce choix-là. Et donc à partir de ça... Il y a un côté systématique. Il s'est mis dans une seringue. Ça se reproduit d'un temps plus tard. Après, c'est une réflexion, bien sûr. Mais ça, c'est le début de la crise de la social-démocratie. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est que je suis revenu là-dessus. Alors je me suis peut-être encore mal expliqué, j'aimerais expliquer. En gros, après la crise de 29, le capitalisme a surmonté cette crise de 29 par la mise en œuvre des politiques qu'on a appelées keynésiennes. Voilà. C'est-à-dire ces fameuses politiques, dans le domaine industriel, c'était le Fordisme, est apparu ce qu'on appelle le compromis Fordiste, les procédés nouveaux de la deuxième révolution industrielle, et puis qui ont été soutenus, dont le développement a été soutenu, d'abord aux États-Unis et après en Europe, après la Seconde Guerre mondiale, par des politiques d'investissement public et d'augmentation des salaires progressives. Et donc ça n'était pas incompatible, en économie capitaliste, avec le développement de l'accumulation et l'augmentation des profits. Bon. Mais il est arrivé à un moment donné où ça a posé problème, au début des années 70, une crise de suraccumulation. Et donc là, au départ, les États sont restés dans une logique keynésienne. On nationalisait les entreprises en difficulté, on stimulait la demande pour finalement éviter une trop grande dévalorisation du capital, pour aller assez rapidement. Bon. Mais là, ils ont été confrontés à ce qu'on appelle la stagflation, car la combinaison d'inflation, de chômage haut, etc., et de croissance basse. Bon, voilà, et ils ne savaient plus comment faire. En restant dans les pures keynésiennes. Il fallait faire autre chose. Bon. Et faire autre chose, c'est les emmener à sortir du compromis keynésien, c'est les amener dans une transformation socialiste de la société beaucoup plus radicale que ce qu'eux-mêmes étaient prêts à faire dans le cadre du compromis fordiste. Et donc ils se sont trouvés démunis. Et c'est à ce moment-là qu'est apparue la pensée néolibérale comme forme qui existait déjà en théorie, mais comme forme de réponse concrète que le système capitaliste a essayé de développer pour surmonter sa contradiction d'un point de vue capitaliste. Et c'était la financiarisation et la dérégulation, l'apparition de la globalisation des échanges commerciaux progressivement, avec l'idée qu'on allait maintenant faire un marché mondial d'échange de marchandises, avec la mise en œuvre, allez, on va dans le libre-échange, transformer le GATT en OMC, et puis la globalisation financière et la combinaison des deux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les sociodémocrates ? Ils sont divisés en 2 branches, voilà, pour être simple. D'un côté, vous avez eu les enthousiasmes de ça. C'était en gros les Américains, à partir de Bill Clinton, suivis par les Anglais de Tony Blair, et les Allemands de Gerhard Schröder, qui ont entraîné dans leur siège les Italiens. Et on a appelé ça la 3e voie. Vous vous rappelez ? Tous les trucs, la 3e voie et tout. Et donc c'était là, mais non, mais c'est super, la mondialisation, c'est cool. D'ailleurs, on va être plus cool que les autres. Le capitalisme régulé, en fait. Voilà, non, on va être plus cool que les autres. Et d'ailleurs, le vrai débat aujourd'hui, il est entre les anciens et les modernes. Et il est entre les nouvelles formes d'exploitation, les minorités qu'il faut inclure, et donc plus dans le débat social classique. Même si je pensais qu'il fait une synthèse des deux. Et puis vous avez les résignés malheureux. C'est les socialistes français. Alors on n'est pas pour la 3e voie, tout ça, Jospin et tout. On fait même les 35 heures quand on a une fenêtre de tironnette, mais globalement on mène les mêmes politiques publiques. Bon. Et ce processus-là a continué, il a continué avec Hollande. Alors vous en avez qui sont résignés à ça comme Jospin et qui essayent de résister, puis vous en avez d'autres qui arrivent et qui tournent franchement et brutalement comme François Hollande, mais à l'arrivée ça produit les mêmes résultats. Vous faites chasser du pouvoir violemment par le peuple, parce qu'ils vous ont fait confiance, et ils ont le sentiment que vous les avez refaits.